Bonjour, aujourd'hui on aborde une question vitale. Comment l'agriculture peut-elle s'adapter, innover pour gérer l'eau, une ressource de plus en plus précieuse face au changement climatique? Pour nous éclairer, on va s'appuyer sur une étude assez fouillée du CGAAER, le Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux. C'est le rapport numéro 2145. Un rapport qui fourmille de pistes, de techniques nouvelles. Notre but aujourd'hui, en extraire la substantifique moelle, comprendre les enjeux, les leviers d'action et les innovations qui comptent vraiment. Parce que le sujet est brûlant, on peut le dire. Le GIEC nous alerte sans cesse, le réchauffement s'accélère. Et en France, les projections DRIAS 2020, Explore 2070, elles sont assez claires. Moins de pluie l'été, des rivières qui souffrent. Et quand on sait que l'agriculture utilise près de la moitié de l'eau consommée en France, l'équation devient, disons, tendue. Alors, allons voir ça de plus près. Pour commencer, le rapport il pose un constat assez direct. Le changement climatique, ce n'est plus pour demain, c'est maintenant. On parle d'un réchauffement qui pourrait dépasser le fameux plus 1,5 degré assez vite dans les prochaines décennies. Qu'est-ce que ça implique pour l'eau en France concrètement? Oui, le constat est là. Les projections, notamment DRIAS 2020, indiquent une hausse des températures moyennes, ça c'est acquis, mais surtout des contrastes saisonniers pour les pluies qui vont s'accentuer. C'est-à-dire? C'est-à-dire potentiellement plus de précipitations en hiver, mais une baisse en été. Une baisse notable, hein, on parle de moins 10 à moins 20% dans le sud. Ah oui, quand même. Oui. Et il faut ajouter à ça des sécheresses météorologiques qui pourraient être plus longues. Le projet Explore 2070 va dans le même sens. Il prévoit une baisse du débit des cours d'eau de l'ordre de 10 à 40%, et aussi une diminution de la recharge des nappes phréatiques. Les nappes aussi? Oui, une baisse de 10-25%, voire 30-50% dans certaines zones comme le sud-ouest. Donc moins d'eau disponible globalement, surtout l'été. Et l'agriculture là-dedans, c'est un secteur qui est en première ligne, forcément. Le rapport cite le projet Climator. Qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, Climator, il montre que les effets seront contrastés. Il n'y a pas une seule réponse, pas d'amélioration ou de dégradation générale, mais plutôt des situations diverses. Par exemple, un effet potentiellement positif, c'est une croissance plus rapide de certaines plantes au printemps, ce qui pourrait leur permettre d'éviter une partie du stress hydrique de l'été. C'est une forme d'esquive. D'accord, mais il y a des points négatifs aussi, j'imagine. Ah oui, et ils sont sérieux. On s'attend à plus de jours très chauds au printemps, ce qui peut causer l'échaudage des céréales, par exemple, et surtout, un besoin accru en eau pour l'irrigation des cultures d'été, ça c'est quasi certain. Et on rappelle le chiffre clé? Voilà, 48% de la consommation de net en France, c'est l'agriculture. Et dans certaines régions, en été, ça peut monter jusqu'à 80% de prélèvements. Donc l'adaptation, elle est juste indispensable. Face à ça, le rapport le dit bien, il ne faut pas juste des ajustements à la marge. Il met en avant l'agroécologie, la santé des sols. Pourquoi ce focus sur le sol? Il est si important que ça? Ah mais il est fondamental. Le sol, c'est pas juste un support pour les plantes, hein. C'est un écosystème vivant qui rend des services essentiels, et notamment pour l'eau. Comment ça? Il agit un peu comme une éponge. Il régule le ruissellement, il filtre l'eau qui s'infiltre, et surtout il la stocke. Cette capacité de stockage, on l'appelle la réserve utile du sol. Et elle est cruciale pour que les plantes tiennent le coup pendant les sécheresses. Donc un sol en meilleure santé, c'est plus d'eau stockée. Exactement, augmenter la matière organique, améliorer la structure du sol, ça augmente directement cette réserve utile. C'est un levier agronomique vraiment majeur. Alors concrètement, quelles sont les pistes agronomiques que le rapport met en avant pour mieux gérer l'eau, en passant par le sol ou les pratiques? Il y en a plusieurs. D'abord, on peut revoir ce qu'on appelle les itinérages techniques. Les itinéraires techniques. Oui, c'est la façon dont on cultive, date de semis, fertilisation. L'idée, c'est d'adapter ces pratiques pour que les moments où la plante a le plus besoin d'eau ne coïncident pas avec les pires sécheresses. Une stratégie d'esquive, en quelque sorte. Ça marche bien ça? Ça peut aider, mais les études, notamment de l'INRAE, montrent que l'efficacité reste limitée dans notre contexte. Ça ne remplace pas complètement l'irrigation si le manque d'eau est trop important. Une autre piste très importante, c'est la diversification des cultures et des rotations. Introduire des espèces qui consomment moins d'eau, par exemple, ou utiliser des cultures intermédiaires, des couverts végétaux, pour protéger le sol, limiter l'évaporation. Et ça a un impact chiffré? Oui, le projet Bagès, par exemple, a montré qu'en combinant diversification et irrigation optimisée, on pouvait réduire les prélèvements d'eau jusqu'à 30%. Ah, 30%, c'est pas négligeable. Non, c'est significatif. Mais ça demande plus de technicité à l'agriculteur, et il faut aussi qu'il y ait des débouchés économiques pour ces nouvelles cultures, bien sûr. Et puis, il y a l'innovation variétale. Sélectionner des variétés de plantes plus résistantes à la sécheresse, la génétique, la phénomique, ce sont des techniques pour analyser finement les plantes, permettre des avancées, c'est prometteur, hein. Mais complexe, j'imagine. Très complexe. La résistance à la sécheresse, c'est pas un caractère simple, ça dépend du type de stress hydrique, et il faut absolument maintenir un bon niveau de productivité en même temps. Le rapport explore aussi des systèmes agricoles un peu différents, comme l'agriculture de conservation des sols, l'ACS. Tout à fait. L'ASS, c'est particulièrement intéressant pour la gestion de l'eau. Ça repose sur 3 grands principes: couvrir le sol en permanence, ne pas le travailler, ou très peu, et diversifier les rotations. Peu ou pas de labour donc. C'est ça. Et les bénéfices potentiels sont importants. L'eau s'infiltre mieux, il y a moins d'érosion, le taux de matière organique augmente, et du coup la fameuse réserve utile du sol aussi, on parle de plus 10 à 15%, avec des économies d'eau possibles jusqu'à 20%. Ça a l'air idéal, mais vous disiez que c'est peu pratiqué en France. Pourquoi? Quels sont les freins? Le frein principal, c'est souvent la gestion des mauvaises herbes sans le labour. Historiquement, ça repose beaucoup sur les herbicides, notamment le glyphosate, et l'INRA identifie ça comme une impasse technique à terme. D'accord. Donc la transition vers l'ACS, elle est longue, elle demande un vrai changement de système, un savoir-faire pointu, et c'est là qu'intervient la recommandation R1 du rapport Actal. Il faut absolument accompagner les agriculteurs, techniquement et économiquement. Mhm. Et l'agroforesterie, associée arbre et culture, Et c'est une autre piste, oui. Moins répandue en grande culture chez nous, mais avec un potentiel. Les arbres créent un microclimat, ombre, brise-vent, ça réduit l'évaporation, ça peut améliorer l'infiltration. mais là aussi, des défis? Oui, la gestion de la compétition entre l'arbre et la culture, pour l'eau, pour la lumière, et puis c'est un investissement sur le long terme. Il y a aussi besoin de clarifier certaines règles. Le plan Plantons des haies va dans ce sens pour encourager ce type de pratique. Et finalement, toutes ces approches, ACS, agroforesterie, diversification, elles peuvent s'intégrer dans une vision plus large, qu'on appelle les solutions fondées sur la nature.
Ça inclut aussi la gestion des éléments du paysage, comme les haies, les mares, les zones humides, qui ont tout un rôle à jouer. Bon, améliorer les sols, adapter les pratiques, c'est une base essentielle. Mais souvent, ça ne suffit pas, l'irrigation reste nécessaire. Le rapport dit que c'est surtout l'aspersion qui domine en France. Oui, 87% des surfaces irriguées, c'est de l'aspersion, et souvent avec des canons enrouleurs. Pour économiser l'eau là-dessus, il y a deux grands axes. D'abord, la technologie. C'est-à-dire, Ça peut être simplement mieux régler son matériel. La pression de l'eau, la vitesse d'avancement de l'enrouleur, l'angle d'arrosage. Utiliser la basse pression, par exemple, ça économise de l'eau et d'énergie. C'est le fameux lien eau-énergie. Et puis on peut changer de système pour aller vers des choses plus efficientes. Le top, c'est le goutte à goutte. 90% d'efficience, l'eau va direct aux racines. mais c'est cher, non? Et pas pour toutes les cultures. Exactement. C'est le plus cher et pas toujours adapté. L'aspersion avec pivot ou rampe, c'est un peu mieux que le canon, mais on reste autour de 65-90% d'efficience. C'est plus polyvalent et moins coûteux que le goutte à goutte. Donc changer de matériel, ça garantit des économies d'eau. Alors, l'INRAE met une nuance intéressante. En année très sèche, quand la plante utilise vraiment toute l'eau qu'on lui apporte, la différence d'économie réelle entre les systèmes peut être moins grande qu'on ne le pense. Ah d'accord. Moderniser, ça a un coût. Il y a des aides européennes, via le FEADER, mais elles sont souvent conditionnées au fait de prouver qu'on va réellement économiser de l'eau, de 5 à 25% selon les cas. L'autre axe, et il est peut-être encore plus important, c'est le pilotage de l'irrigation. Le pilotage. Oui, c'est décider quand irriguer et combien. Apporter la juste dose au bon moment, au bon endroit. Et pour ça, il y a les outils d'aide à la décision, les OAD. Des outils, comme quoi par exemple? Ça peut être des logiciels qui font des bilans hydriques, ils calculent les réserves en eau du sol, les besoins de la plante en fonction de la météo, des modèles comme Irelis par exemple. Ça peut aussi être des sondes plantées dans le sol qui mesurent l'humidité en temps réel. Des capteurs directement dans la terre. Oui, tensiométrique, capacitive, il y a différentes technologies. Ou même des capteurs posés directement sur la plante pour mesurer son niveau de stress hydrique. Et ça, c'est efficace? C'est beaucoup utilisé? Leur utilisation se développe, mais il y a encore une marge de progression. Mais le potentiel est énorme. Le rapport estime qu'avec un bon pilotage, on pourrait économiser entre 10 et 40% de l'eau d'irrigation. 10 à 40%? C'est considérable. C'est pour ça que la recommandation R2 insiste sur la nécessité de faciliter l'accès à ces outils. Formation des agriculteurs, conseillers agricoles, soutien financier. Il faut rendre l'irrigation plus intelligente en fait.